Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le mardi, donc l'émission pour les débutants. Demain, on corrigera le QCM. N'oubliez pas de le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Euh, on va chercher donc toujours pareil des contextes de range. Essayez surtout aussi de parler des contextes qui peuvent être piégeux. C'est-à-dire qui peuvent vous sembler être des ranges, mais des trucs qu'il ne faut pas prendre. Toujours pareil, on va revenir un peu sur les trucs que vous connaissez déjà un peu déjà, en tout cas qu'on a déjà abordé. Toujours bien différencier vos pullbacks et vos machins. Je surveille toujours un petit peu de loin ce que vous faites, et c'est pour ça, et j'identifie toujours pareil vos erreurs, et j'essaie de voir quelles sont les erreurs récurrentes, quelle peut être la psychologie derrière, et toujours pareil d'essayer d'adapter le contenu éducatif en fonction de vous. Ce que je vois dernièrement, effectivement, c'est une erreur qui me semble être une erreur à peu près, pas généralisée, mais en tout cas j'ai vu pas mal de gens la faire. Euh, Se poser la question encore, donc Wall Street, donc pour ceux qui n'ont pas encore capitulé, et croyez-moi c'est normal que vous lâchiez l'affaire, mais pour ceux qui sont encore dedans, je vous rappelle qu'ici on n'est pas vraiment sur des trades de reverse pour l'instant, c'est-à-dire que ça pourrait être le cas, mais pour l'instant rappelez-vous que pour parler de reverse, normalement il faut parler de pullback d'abord. Moi, j'ai des doutes sur le fait que le pullback se soit réalisé ici à Wall Street. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, le pullback. Tout simplement parce qu'il y a des règles qui n'ont pas été encore respectées. Alors, ça pourrait être un candidat pour le pullback, c'est clair, ça pourrait l'être. Le problème, c'est que ça pourrait très bien être tout ça que la phase de breakout et on serait toujours en train d'attendre patiemment le pullback. Tout simplement parce qu'ici, on n'a pas du tout retracé 23%. Certes, on est passé dans les 50% inférieurs du canal, mais normalement, il faut retracer au moins 23%. C'est le micro-minimal pour dire qu'on a vraiment au moins commencé à douter, enfin à douter, qu'on a commencé à prendre des profits dans la tendance. Là, j'ai pas l'impression que, voilà, j'ai juste envie de dire, les mecs poussent, prennent des profits, attendent 2 jours, rachètent, poussent, prennent des profits, attendent 2 jours, repoussent. Donc, pour l'instant, il n'y a pas le moindre doute par rapport aux acheteurs. Autrement dit, ils prennent 20% de profit, même pas, et ils repoussent derrière très rapidement. Donc pour l'instant, si vous regardez cette tronche-là, bah, oui, c'est de dire, on est toujours là, en fait, dans la phase en attente de phase de divergence, toujours pas de pullback. Donc attention à ne pas considérer ce qui se passe à Wall Street pour l'instant comme des reverse. Maintenant, il y a des choses, moi, qui m'inquiètent un peu. C'est surtout cette volatilité très faible dans un contexte politique, tout sauf calme. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de surveiller cette semaine. C'est pour ça que moi je prends un trade de reverse en étant conscient que je trade peut-être simplement une divergence. Donc moi j'ai la conscience de ce que je fais. Je sais qu'il y a que je prends le trade spéculatif en sachant que de toute façon il faudra sécuriser les objectifs vers les 23% pour ne pas viser plus bas pour l'instant parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait affaire qu'à un pullback. Donc pour l'instant, la volatilité est inexistante. Ce matin, on va retester une nouvelle fois les zones de sommet historique. Toujours pas le moindre sentiment vendeur, donc il faut faire très attention à Wall Street. Pour l'instant, il n'y a rien qui vous permette de dire qu'il faut agir dans un sens comme dans l'autre. Donc je vous recommande toujours d'être très prudent dans ces cadres-là. Tant que vous ne pouvez pas bien clairement identifier la structure pullback puis excès final, c'est très compliqué d'essayer de vous positionner dans ces marchés-là. Donc n'essayez pas encore pour l'instant de chercher les ranges à Wall Street dans un objectif de range, ou pire dans un objectif de choper les ranges en vue de renversement. On traite une zone qui est très importante, les 3090. Maintenant, pour l'instant, elle n'a pas l'air de répondre plus que toutes les zones précédentes que je cherchais à traiter aussi, qui étaient donc cette zone-là, puis cette zone-là. Pour l'instant, ces zones, ça ne sert à rien. On vient les chercher, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Peut-être qu'il ne se passera rien non plus ici. Pour l'instant, le principe est la volatilité est inexistante dans un contexte qui n'y est pas du tout favorable, mais il y a des expirations la semaine prochaine et tout ça, tout ça. Donc, tant que, autrement dit, le bouchon maintient la pression, tout va bien. Donc, pour l'instant, la pression ne se voit pas à l'extérieur. Maintenant, attention, j'ai bien l'impression que comme dans une cocotte minute, le feu est largement sous la cocotte depuis un bout de temps, et le sifflet ne va pas tarder à montrer qu'il y a du monde dedans. Donc pour l'instant, patience et ne cherchez surtout pas de trade de range pour l'instant sur le S&P 500 tant qu'on n'a pas un contexte clairement identifié. Autrement dit, n'allez même pas mettre les doigts là-dedans parce que vous risquez de traiter, je parle pour les débutants, vous risquez d'avoir à traiter des pullbacks et les pullbacks, généralement, c'est le type de trade dans lequel vous allez vous prendre un stop loss. En tout cas, c'est là où vous avez le plus de chances de vous prendre le stop loss, c'est-à-dire la perte immédiate. Il n'y a même pas de gestion du risque qui vous permet de réduire. Vous risquez 1% et le marché va vous piquer ce 1% dans ces cas-là.
Pas systématiquement, bien entendu, mais c'est le pullback, c'est le trade de range qui n'est pas un trade de range, ou qui n'est pas adapté, et c'est l'erreur la plus commune que vous allez pouvoir commettre. Donc là, je vois l'exemple ce matin en ouvrant mes graphiques, et puis évidemment, j'ai vu qu'hier, il y en avait qui cherchaient les trades de range à Wall Street, donc je vous rappelle que moi, ce que je cherche pour l'instant, c'est simplement des pullbacks sur des supports daily, et on verra si derrière, ça déclenche des renversements sur les cycles hebdomadaires. Pour l'instant, je n'attends rien de plus de cette semaine que de former au mieux un range, mais je pense que ce range a de fortes chances de ne rien faire, c'est-à-dire de tout simplement continuer à nous maintenir dans cette zone-là avant d'essayer d'aller un petit peu plus haut. Bref, autrement dit, ça pour moi, c'est très faible pour un pullback. Voilà. Bon, je note quand même qu'on a tenu quelques clôtures sous des supports, donc ça pourrait être un candidat pour un pullback, mais c'est quand même très faible. Ça montre que les forces vendeuses ici sont quand même vraiment anesthésiées de chez anesthésiées. Voilà, ça c'était pour les petits exemples comme ça, où là, il faut vraiment que vous fassiez attention, même si ça vous paraît complètement fou et complètement long, hein, attention, on est quand même en horaire, et c'est de dire que la dernière poussée haussière, on en est à plus de 500 heures de hausse ininterrompue. Attention, hein, ça peut aussi tout simplement dire, il n'y a plus aucun vendeur, la volatilité est inexistante, il n'y a pas de mauvaises nouvelles outre mesure, alors il n'y a pas de bonnes nouvelles non plus, mais il n'y a pas de mauvaises nouvelles, donc voilà. En tout cas, les mauvaises nouvelles, on s'en fout, c'est-à-dire elles ne catalysent pas de baisse, en tout cas pas à Wall Street. Voilà, donc surveillez, restez prudent. Les endroits par contre où il y a des ranges que vous pouvez exploiter pour l'instant, ce sera toujours pareil, euro-yen, qui réagit pas trop mal. Il y a toujours l'euro-doll, GBP-USD, l'USD-yen. Il faut que vous attendiez encore un petit peu que cette zone-là nous donne une réponse un peu plus franche. Pour l'instant, c'est très hésitant ici. Bon, ça reste quand même très range, hein. Vous voyez qu'il y a eu beaucoup de signaux de range ici. Qu'est-ce qu'il y aurait? Oui, je pense que l'USD-Yen, c'était le dernier trade pour vous. Celui-là était vraiment cadeau, hein. C'est-à-dire celui-là. Normalement, vous le preniez. Vous n'avez pas été stoppé, hein, puisque vous avez été validé ici. Soit vous avez payé votre stop, c'est-à-dire vous avez toujours un stop par là, et vous avez payé votre stop ici. D'accord? Ça, c'est la gestion du risque la moins agressive. Si vous êtes agressif, ici, vous n'avez rien fait du tout et vous êtes toujours dans ce trade-là, en train d'attendre que ça vienne TP les 76. Si vous avez abaissé le stop, vous avez été stoppé, tout simplement. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, voilà, ça dépend comment vous avez géré le risque ici. Moi, je pense que ce trade est toujours viable. Il peut pousser encore un petit chouïa, mais je n'ai pas l'impression que ce soit réellement si boule que ça. Mais là, vous aviez un beau trade de range. Pour vous, les débutants, hein, ça c'était, par exemple, si moi j'avais pris celui-là et que je m'étais fait stopper là, j'aurais repris le trade derrière. Mais en reverse cette fois, pour un contexte différent. Je vais faire une petite aparté d'ailleurs, soit dit au passage. Il y a quelques débutants qui demandent à beaucoup d'expérimenter de donner les mots de passe. Ce n'est pas des cas uniques, effectivement, j'ai pas mal d'exemples. Donc il faut faire attention, je sais que vous, en tant que débutant, vous avez forcément envie d'avoir accès au petit carré rouge, même si vous allez dire à chaque fois, je suis conscient de ce que ça représente, je ne prendrai pas ces trades, ainsi de suite. Je vous ai toujours dit, si j'ai mis un mot de passe sur ce truc-là, c'est pas pour vous brider, c'est plus de dire, quoi qu'il arrive, tout ce qui se passe au-dessus, ça vous servira à rien. C'est pas pour vous faire rouler moins vite. Je sais pas, je vais prendre un exemple qui me vient à l'esprit. C'est pas comme si, par exemple, entre guillemets, je vous donne un scooter et je fais en sorte que vous soyez vraiment bridé à 50 km/h. Bon, non, voilà. Enfin, c'est vraiment pas ce genre de truc. Si je vous ai mis le mot de passe, c'est tout simplement parce que de voir les informations, là, il s'agit plus de voir. Ça ne vous rapporte strictement rien. C'est quelque chose qui va, au pire, enfin, au mieux, ne servir à rien. Au pire, vous apportez des informations que vous allez vouloir traiter alors que vous ne devez pas le faire. Donc, non. Et il y a surtout un aspect important, c'est que je veux que vous appreniez à lire les contextes en amont. C'est-à-dire que c'est un travail qu'il faut que vous appreniez à faire. L'algo, d'une part, il est loin d'être parfait. Il y a plein de contextes qui ne sont pas détectés. Je vous rappelle qu'on est entre guillemets à la V1 de cet algo. Je vais bosser dessus pendant encore très longtemps et je vais l'optimiser. Donc il sera meilleur et plus efficace à travers le temps. Pour l'instant, c'est déjà largement suffisant, mais ça rate beaucoup de choses. Donc
Encore une fois, l'algo, il n'est pas magique. Et il faut que vous compreniez que l'algo, il n'est pas là pour remplacer votre connaissance. Bien au contraire, il est là pour vous simplifier une partie du travail. Mais il faut que vous sachiez faire le travail. C'est-à-dire, encore une fois, le but n'est pas de dire bah, j'attends d'avoir un petit carré rouge pour ceci, cela. C'est juste de dire moi je connais mes contextes de reverse, de machin, de pullback, tous mes contextes experts, c'est-à-dire mes contextes de tendance. Il faut que vous sachiez les retrouver sans l'algo en fait. L'algo il va juste être là pour mettre en valeur, mais rien de plus. Il n'est pas là pour se substituer à votre savoir, ni même le confirmer. Il est juste là pour des alertes. Je vous rappelle que je n'ai pas mis ça en place comme étant des signaux, mais des alertes, et simplement vous permettre de voir historiquement là où les alertes s'étaient déclenchées. C'est une aide visuelle pour éviter en fait de rater des informations, mais c'est certainement pas là pour vous aider à prendre des décisions. Alors ça peut jouer dans l'aide à la décision, mais le but d'une alerte, c'est surtout normalement de dire, bon ben voilà, si vous aviez mis en place l'alerte, vous aurez été alerté à ce moment-là. Voilà. C'est plus comme un backtesting de l'alerte, entre guillemets, si vous voulez. Donc faites vraiment attention à ne pas vous tromper de candidat ici et à faire, comme je vous dis, ce faux ami de voilà. Si vous tradez des ranges, c'est-à-dire si vous êtes débutant, vous allez vous dire, mais oui, ça m'aiderait d'avoir le petit carré rouge. Ben non, en fait, vous êtes capable de le faire normalement, ça. Il faut que vous appreniez à détecter vos étapes de tendance. C'est absolument essentiel. Voilà. Essayez d'apprendre à repérer vos schémas dans lesquels un mouvement semble tendanciel et ce mouvement semble mature. Quand est-ce qu'il a fait son pullback, son excès final, et que donc vous pouvez tenter à la suite de ça un range à faible risque. Voilà. Donc c'est vraiment important que vous appreniez à le faire. Et après, une fois que vous maîtrisez bien ces contextes et que vous commencez à les trader de manière spéculative, c'est-à-dire pas juste les identifier dans le passé et vous dire ok, la tendance est bien finie, je peux prendre mon trade de range, mais plus de vous dire j'identifie une tendance immature et je vais essayer de choper le pullback ou voilà, ce genre de truc. Ça demande plus d'expérience et c'est là et c'est à ce moment-là que je vous débloque les contextes. Mais pas avant, ok ? Et je pense que c'est important de le voir comme ça. C'est toujours un faux ami, et je pense encore une fois, essayez de vous poser la question de savoir pourquoi vous voulez voir ces petits carrés. À quoi ça vous sert réellement ? Est-ce que c'est le côté gadget, le côté machin ? Ou est-ce qu'il y a vraiment un besoin que vous identifiez ? Et voilà, je pense que la plupart des cas, dans ce qui va être les débutants, c'est que vous voyez plutôt le côté sympa de l'algo et vous vous dites, ok, c'est bien, ça va m'aider. Non, en fait, ce qui va vous aider, c'est de travailler. Donc, c'est de travailler à identifier vos contextes, de trader, de faire des erreurs, d'apprendre. Là, en soi, le carré ne vous servira à rien. En tout cas, moi, je ne vois pas l'intérêt qu'il peut avoir dans votre apprentissage à ce stade-là de maturité. Donc, ce n'est pas pour vous punir, c'est juste pour vous aider à vous concentrer sur l'essentiel, des étapes que vous ne pouvez pas sauter de toute façon. Tiens, si on va sur l'eurodoll, alors moi c'est plutôt GBP-USD qui m'intéresserait. Voilà, tiens, là par exemple, faisons l'exercice. Donc on est dans des contextes de tendance. Enfin, bon là normalement si vous ne voyez pas ça, voilà. Mais donc retracez toujours l'historique, d'accord ? Dites-vous du coup, j'en suis où ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Et à quoi est-ce que ça correspond ces choses-là ? Et rappelez-vous, vous revenez toujours. Les règles, c'est de toujours voir de contexte à contexte. Donc là, c'est de dire, on est ici, la dernière fois qu'on a touché un contexte, c'était le contexte de support. Avant, on venait d'où ? Du contexte résistant. Ok ? Jusque-là, j'espère qu'on est d'accord. Là, je ne sais pas trop pourquoi ça a été aussi lent pour se mettre à jour. Mais bon, là, théoriquement, un peu à la bourre quand même, mais ça a plutôt l'air d'être typiquement un pullback. Ok ? On est bien à la grosse phase d'accélération, ça diverge un peu là-haut. On vient taper 23% de retracement, ça passe pas, on fait une deuxième vague, ok ? Et là, théoriquement, qu'est-ce qui va se passer dès qu'on revient chercher les contextes vendeurs ? Pas forcément maintenant, mais de dire, là, la probabilité maintenant, c'est continuer de glisser un petit peu et de venir taper tous les fibos. On a tapé le 23, là on essaye et on vient de reprendre le fibo 23 et on est en train de le tester en tant que support à nouveau. Donc soit ça, c'était un petit excès, juste pour aller casser ce support, deux vagues de baisse, le classique, hein, la correction en ABC, et on repart. D'accord ? Option numéro 2, ça c'est un petit piège, on va taper le 38 et on repart. Donc pour l'instant, vous ne savez pas. Le seul truc, c'est qu'il faut attendre, mais que quoi qu'il arrive, ici, vous ne prenez surtout pas vos trades de range. On est bien d'accord ? Là, ce n'est pas possible pour vous parce que vous avez affaire à un pullback en horaire. Donc GBP-USD, c'est tendance haussière et c'est pullback. Donc là, c'est plutôt essayer de rechercher tous les achats. Ok ?
J'espère que ça vous aide, parce que c'est vraiment essentiel que vous compreniez ce genre de truc. Et ce genre de structure, c'est absolument important que vous le fassiez. Je pense que GBP, ce matin, on est en train de reprendre le 23 en support. Et quand on va se diriger vers cette zone-là, accumulation et excès final à venir derrière pour déborder une résistance. Voilà. Bon, en gros, sur GBP USD, quelle est l'information que vous pouvez tirer en étant débutant? Je parle sur un contexte horaire, hein. C'est-à-dire qu'évidemment, l'analyse est différente sur d'autres time frames. Mais admettons, voilà, la poursuite se met en place là, on fait l'excès final, admettons, on va taper jusqu'à un 31,50, c'est un exemple, hein. On peut aller chercher le Fibo 50, ok. Vous, la seule chose, c'est qu'ici, vous ne pouvez pas trader les reverse. Donc, vous ne tradez surtout pas le reverse, vous attendez comme toujours que votre marché vienne taper le contexte de support derrière, et vous essaierez de choper celui-là, le trade, troisième borne de range. Donc, vous, tout ce que vous savez, c'est que pour l'instant, vous êtes encore à 2-3 coups en avance d'un potentiel trade de range, mais qu'il faut l'attendre. Voilà. Si vous voulez tenter le pullback parce que vous êtes plutôt à un niveau intermédiaire, pourquoi pas, mais par contre, vous le faites avec un risque extrêmement limité. Toute petite taille de position pour tâter le terrain, pas essayer de monétiser des contextes que vous ne connaissez pas. C'est vraiment la clé. À vouloir avancer plus vite, encore une fois, c'est normal, c'est humain, et j'ai même envie de dire, c'est plus fort que vous. Donc, apprenez à vous limiter et apprenez surtout à reconnaître les choses qui vous feront progresser et les choses qui sont de faux amis, de faux semblants, des envies. Rappelez-vous souvent, en trading, ce dont vous avez besoin n'a rien à voir avec ce dont vous avez envie. C'est-à-dire que ce qui va réellement vous faire avancer, c'est tout sauf ce qui vous fait envie, ce qui vous attire, ce qui vous machin. Donc pensez souvent que, essayez de bien différencier et ce que vous ressentez, ce que vous voulez, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est une envie? Si c'est une envie, c'est probablement un faux ami et un billet de trading qui se met en place ou qui essaie de vous pervertir dans une certaine forme. Donc apprenez à patienter, ça me paraît essentiel, et apprenez surtout à bien schématiser. J'en parlais hier avec quelqu'un, et c'est de vous dire, voilà, lui ça l'a aidé beaucoup, et je pense encore une fois que ça peut aider beaucoup de monde. Apprenez à structurer et à hiérarchiser votre apprentissage. Prenez un tableur Excel, mettez tous les actifs que vous suivez et mettez tous les time frames, ceux-là, en tout cas ceux sur lesquels vous intervenez. Admettons, vous ne faites que du swing, enfin, vous avez tout ça, vous prenez le weekly, éventuellement le mensuel si vous voulez, mais voilà, prenez 3-4 time frames, pas plus pour commencer au début, et vous prenez tous les actifs que vous suivez. Encore une fois, ne suivez pas une liste exhaustive comme la mienne. Au début, essayez de vous cantonner à quelques trucs. Vous n'allez pas faire de la paire exotique type USD NOC ou des trucs comme ça. Enfin, voilà, restez sur des trucs globaux, indices, forex, majeur forex et des trucs comme ça. N'allez pas me faire des taux, n'allez pas trader du VIX, voilà, n'allez pas trader des actions ou alors ponctuellement. Mais voilà, restez sur des choses simples au début. Et faites cet exercice de bien structurer et de dire, voilà, vous avez une maturité, donc vous savez sur quel contexte vous pouvez vous positionner, mais ça ne vous empêche pas d'identifier les autres contextes. C'est juste que comme vous ne les maîtrisez pas encore très bien, essayez pas de tirer de l'argent de ces contextes. Mais essayez de les identifier. C'est l'effort d'analyse qui fait que vous progressez. Ça, ce n'est pas forcément la chose qui vous fait envie, mais c'est la chose dont vous avez besoin de pratiquer. Donc, c'est de vous dire, prenez tous ces time frames-là, même ceux sur lesquels vous ne seriez pas allé voir, et un par un, vous les faites. Vous faites l'horaire, le 4 heures, le daily, et vous marquez le contexte sur une feuille. Vous savez que de toute façon, les contextes horaires, d'accord, je vous donne des ordres de grandeur. Quand vous êtes dans un contexte horaire, l'analyse que vous faites, elle ne va pas changer tous les matins. En général, ça va prendre 2 cycles, c'est-à-dire en grosso merdo une cinquantaine de bougies au minimum avant de changer un contexte. Donc vous savez que déjà en horaire, il n'y a pas besoin de mettre à jour le contexte tous les matins. Ça prend tous les 2-3 jours. D'accord ? Donc c'est tous les 2-3 jours, vous allez avoir une évolution potentielle du contexte horaire. Quand je dis potentiel, c'est encore une fois dans une tendance, il y a plus d'un ou deux cycles qui passent entre par exemple la phase de breakout et le divergence. Donc apprenez à faire ça. Apprenez à vous dire, ok, j'interviens sur ces time frames-là, donc je n'ai pas besoin de regarder tout le temps. Je mets des alertes pour être alerté quand il y a des trucs que je pourrais trader, mais que je pourrais éventuellement rater. L'alerte, elle est là pour... C'est une sécurité, c'est plus de dire, je ne regarde pas le marché tout le temps, mais si jamais il se passe un truc entre deux observations, je ne le raterai pas parce que j'ai une alerte. Encore une fois, ça vous soulage l'esprit et ça vous évite d'aller voir le graphique quand vous n'avez pas besoin de le faire. Autrement dit, vous tradez en horaire, vous faites comme moi. Moi, je regarde les graphiques 3 fois par jour. Le matin, je regarde à l'ouverture américaine et à la clôture. Le reste du temps, rien à foutre de ce qui se passe. J'ai des alertes. S'il se passe un truc vraiment important en plein milieu de la journée, je serai alerté. Voilà. Et ça, il faut que vous gardiez ce schéma de décision-là. C'est vraiment comme ça qu'il faut faire.
Mais hiérarchisez votre truc pour vous dire, ok, certes, en horaire, j'ai ce contexte-là, mais en 4 heures, j'ai ça, en daily, j'ai ça. Le but n'est pas d'avoir un alignement des planètes. Le but est simplement de comprendre que quoi qu'il arrive, l'alignement des planètes, il est très rare. Et quand il est là, généralement, c'est extrêmement volatile. Donc, attention à ne pas chercher le trade parfait, mais juste à bien être en conscience que si vous êtes en train de chercher des achats en horaire, alors qu'en 4 heures, on est en train de chercher des ventes, enfin en train de chercher des reverses, ça sent mauvais. C'est toujours normalement le time frame du dessus qui l'emporte sur celui d'en bas. Voilà. Bon, sauf dernièrement à Wall Street, qui n'est qu'un cas particulier. Mais rassurez-vous, on finira par trouver les résistances. Voilà, donc hiérarchisez bien. Autrement dit, là ici, l'exercice que vous devriez faire, c'est GBP-USD, probablement un trade de pullback sur ces breakouts horaires. Maintenant, si on regarde en 4 heures, bon, bah, effectivement, on va se dire, ok, maintenant pour l'instant, c'est un pullback sur cette phase de breakout, mais là, pour le coup, oui, c'est sûr. Mais ici, est-ce que j'ai des signaux de type tendance sur GBP? Vous voyez que là, tout de suite, en fait, vous diriez pullback horaire, et pourtant, en 4 heures, pas non plus le truc. Enfin, moi, je ne me jetterai pas sur des achats tout de suite sur le GBP-USD. Je ne le vendrai pas, mais je ne me mettrai pas à l'achat trop vite. Parce que là, ici, ça ne correspond pas à un schéma de tendance haussière. Ou alors, bon, c'est possible, mais dans ce cas-là, moi, ce gros signal de range ici, voilà, c'est pas le truc le plus excitant du siècle. Voilà. Je pense qu'on peut pousser encore un petit coup sur le GBP, ça c'est clair, mais je pense que ça reste un trade risqué. Ça reste clairement un trade risqué. Voilà. Donc c'est typiquement le genre de contexte que vous ne touchez pas. Voilà. Okay, pour vous, vous attendez que cette tendance-là elle soit bien finie si c'est une tendance, et vous essaierez de choper le range qui suivra. Moi je vous donne, voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, soit on est déjà en train de former le range, et on est déjà en train de consolider, et on repartira après à l'achat, soit on va faire un excès, et après on aura la conso. Vous, c'est ce trade-là qu'il faut que vous essayez de choper. Voilà. S'il arrive. Voilà. Parce que là au moins, vous avez moins de doutes que dans le cas actuel. J'essaie de voir s'il y a d'autres cas de marché en ce moment qui sont en range. Alors l'USD CAD, je crois qu'on est pas mal. Voilà, là vous allez avoir un beau trade bientôt. Donc là pareil, faites votre exercice en multi-time frame. Comme ça vous avez bien une analyse globale de ce marché-là. Donc l'USD CAD qui tente de se reprendre, mais bon, vous voyez bien que là, plus on dézoome, de toute façon, il faut toujours trouver en Forex le time frame majeur, c'est souvent le mensuel, où vous voyez les bornes majeures des ranges. D'accord ? Bon voilà, moi là je ne vais pas y aller par quatre chemins, je pense qu'ici il y a une borne majeure sur l'USD CAD. C'est d'ailleurs probablement l'une des raisons les plus évidentes du fait que la plupart des gens qui traitent l'USD CAD à l'achat sont probablement mal barrés parce que en mensuel, alors je parle bien de moyen terme, on a plus de chances de se retrouver là que là. Maintenant à court terme, ils peuvent essayer de jouer des petits trucs, mais ça a plus de chances ça de repartir. Autrement dit, une fois que la tendance baissière est lancée ici, elle sera beaucoup moins remise en question que tous les mouvements haussiers. Maintenant, bon voilà, à daily, ça reste du gros range, et j'ai plutôt envie de dire qu'on peut même traiter ce range aux bornes du 4 heures. C'est le time frame qui semble le plus adapté. Donc ici, par exemple, vous êtes bien 61% de retracement. Dans le contexte, il y a déjà des targets, il y a déjà des signaux de gestion du risque. Si ça se retourne ici, vous avez un trade de range baissier. Voilà. Avec tous les risques que ça comporte. C'est-à-dire qu'effectivement, ici, il faut bien du surachat. C'est tout. Voilà. Là, vous avez bien des signaux qui pourraient installer une tendance. C'est-à-dire les boules s'épuisent et ils sont pourtant toujours très largement sous les résistances. Voilà. Ce qui montrerait très probablement ce que je pense, à savoir, c'est-à-dire qu'on est théoriquement en train d'accumuler en 4 heures, ici, d'accumuler en daily, pardon. C'est-à-dire de faire joujou sur le canal de tendance, entre canal de tendance et contexte, avant une accélération baissière. Voilà. Pour l'instant, ça ne veut toujours pas breaker, donc on attend, mais il faut que vous soyez capable de reconnaître ces contextes, de structurer votre pensée. Ça ne veut pas dire que vous allez chercher à profiter de ces trades, mais par contre, vous savez qu'ici, il y a des ranges baissiers que vous pouvez faire. Essayez en fait, pour progresser du range vers les structures intra-tendancielles, c'est la seule façon de faire, de structurer la pensée, sans trader au début, mais de bien apprendre à structurer et d'arriver à laisser filer des trades de range. C'est-à-dire que pour arriver à profiter des tendances au début, quand vous êtes débutant ou débutant intermédiaire, le but c'est pas de commencer à dire super, je vais trader des reverse, je vais essayer de trader des pullbacks, je vais essayer de trader des breakouts, c'est plus de dire je vais essayer de laisser filer un trade de range. C'est de dire, là par exemple, si je prends le trade de range vendeur ici, qui passe, quand je le sécurise, je vais essayer d'être un peu plus agressif, parce qu'il y a de la place, par exemple, sur le graphique hebdo. C'est comme ça qu'il faut que vous pensiez, en vous disant, là quand on atteint l'objectif de ce trade, je garde 25% du trade. Je ne ferme pas totalement la position.
Et ça, en fait, ça va vous donner une sécurité supplémentaire pour après, de façon beaucoup plus saine et sereine, attaquer ces schémas de tendance. Mais c'est vraiment un schéma et un processus qui se met en place plutôt sur des niveaux intermédiaires. Mais quand vous êtes débutant, travaillez bien ça. Travaillez vos ranges, essayez sur... La différence entre le range et la tendance pour vous, c'est que le range, vous allez chercher à en profiter dès que vous maîtrisez un peu le contexte. La tendance, vous devez apprendre à la repérer avec toutes les erreurs que vous commettrez. C'est normal, mais il ne faut pas, surtout pas chercher à en profiter. Alors que vous en aurez envie. Et ça, vous allez en avoir très 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 envie. Et pourtant, il ne faut pas le faire. Je cherche un dernier exemple avant de vous foutre la paix. Je pense que le dollar est pareil sur un trade de range bientôt. Donc celui-là, vous le surveillez. Mais je pense qu'effectivement, lui, il y a un trade de range qui arrive dans pas longtemps. Donc cherchez toujours les time frames dans lesquels un petit truc peut se produire. Comme on l'a vu hier, on est sur les 50% de retracement. Donc pour vous, théoriquement, c'est pas encore. Il faudrait attendre très probablement une poussée 61 et un range baissier ici sur le dollar pour vous trouver un trade optimum. Alors pas tout de suite, du coup il faudrait rester là un petit moment, essayer une petite poussée là pour choper le contexte en même temps. Et voilà. Ok. C'est à peu près ça théoriquement le schéma dans lequel vous devez essayer de vous inscrire. Vous savez pas, vous savez juste que ici, vous prenez peu de risques. C'est-à-dire que pour viser range baissier, c'est-à-dire que votre objectif sera sous les plus bas, d'accord, vous risquez, autrement dit, ça, à peu près, pour gagner ça. Voilà, bon, en faisant ça, même si ça ne marche pas, il faut que ça marche au moins une fois sur deux, ce qui est le cas. Donc, voilà. Il ne faut pas chercher plus loin que ça. Voilà. C'est comme ça qu'on commence le trading. C'est là que vous pourrez faire vos premiers gains pour compenser vos pertes. Et après, en profitant de plus en plus, en élargissant l'éventail de vos compétences, c'est là où vous deviendrez un peu plus profitable. Voilà. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour le QCM. N'oubliez pas de répondre si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous rappelle encore, c'est pas méchant, c'est pas pour vous inciter, je ne fais pas la putaclic. C'est juste pour vous dire que moi je fournis un travail tant que je vois une demande. Je vous rappelle que moi je ne suis pas du genre inonder le marché d'offres pour susciter la demande. C'est pas comme ça que je raisonne. Moi, je raisonne à l'inverse. Je raisonne en fonction de la demande et je procure une offre qui est adaptée. Donc, si je vois que vous répondez pas au QCM, je les arrêterai. Je vous l'avais déjà dit. Et c'est pas une punition. C'est plus de dire, dans ce cas-là, c'est que la demande n'est pas là et que je vais produire, que je vais devoir réfléchir à faire autre chose. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que je vais arrêter. Ça veut juste dire que je changerai la forme. Ce ne sera plus un QCM. Voilà. Donc, si ça vous plaît, encore une fois, faites l'effort, en fait, de répondre. Ça ne prend pas bien longtemps. Si vous faites des erreurs, ce n'est pas grave. On apprend de toute façon toujours. C'est que gagnant, voilà, le QCM. Et c'est plus de dire, moi, ça me semble être une forme intéressante de transmission pédagogique. Mais si pour vous, ça ne vous intéresse pas, je ne le ferai pas, encore une fois. Et si vous avez des suggestions, je suis toujours prêt à les recevoir. Voilà. N'hésitez pas là-dessus, encore une fois, moi je ne fais pas ça pour me faire une vie, je fais ça pour vous. Donc si ça ne vous paraît pas adapté, n'hésitez pas à proposer des solutions de remplacement. Voilà.